Je suis vraiment à votre disposition. Sentez-vous très à l'aise pour toutes sortes de questions. Il n'y aura pas de tabou. À bâton rompu. D'accord, merci, Monsieur Giloando. Ma question est celle de savoir c'est quoi en fait votre motivation par rapport à cette émission Je l'aime Talk. Oui, Je l'aime Talk, il faut le dire, c'était une inspiration. En fait, je suis très intéressé par la jeunesse de notre pays parce que je me dis l'avenir est entre nos mains. Et ce que le Congo va être demain, ça dépend de ce qu'on est aujourd'hui. Et il faut investir sur les jeunes pour leur permettre d'avoir la bonne information, d'être instruits. Et j'ai dit, au regard de mes responsabilités, des fois, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à vous. Alors, il fallait créer un cadre. On a dit Je l'aime Talk, où je suis libre. Ici, je suis pas comme politique. Je suis comme un aîné qui a accumulé une certaine expérience de la vie dans tous les domaines et qui voudrait avoir un cadre d'échange avec la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons conçu ce concept Je l'aime Talk, qui est vraiment un cadre, voilà, d'échange. Et nous comptons le faire dans plusieurs formats académiques, formats avec les élèves, pas qu'à Kinshasa, parce que là on a déjà fait, on a enregistré pas mal d'émissions ici, 3. Et donc nous comptons aussi nous rendre dans les provinces. Et les jeunes de là aussi ont besoin de nous écouter, leur parler de notre parcours, comment on a fait pour être ce qu'on est aujourd'hui, et comment on s'est pris. Et voilà, donc voilà le cadre Je l'aime Talk. Un échange à bâton rompu, échange d'expérience, un réseautage également pour vous forger, vous parler des notions telles que le leadership, c'est quoi, comment on prépare son avenir, comment on prépare sa carrière professionnelle. Voilà, c'est un cadre d'échange, vraiment purement d'échange. Moi déjà, je vous ai connu en 2019, je crois, sur Twitter. Ah, déjà sur Twitter. C'était un peu différent, votre approche, la manière dont vous avez commencé la communication, c'était un peu différent. On s'est dit, et lorsque moi je vous regarde, je ne vous mets pas la casquette de politicien. Je n'aime pas vous mettre la casquette de politicien. Et c'est quelle casquette? Normalement, je vous mets la casquette de quelqu'un d'ordinaire et qui est resté au service de tout le monde. Quelqu'un d'ordinaire et qui... Ah, ça c'est intéressant ça. Quelqu'un d'ordinaire et qui est resté au service de tout le monde. Ah, ça c'est trop fort ça. Parce que vous êtes dans la philanthropie, vous êtes dans le business, dans le droit, et en politique, on vous a vu arriver, vous ne nous avez pas donné l'impression que vous êtes venu pour chercher quelque chose. C'était différent, c'était vraiment différent. C'est vrai. Vous savez, c'est toujours bien d'apprendre des autres ce qu'on pense de vous. C'est toujours le vrai miroir de la vie, ce que les gens pensent de vous. Voilà. Il est vrai que, en venant en politique, on avait une motivation claire. Parce qu'on est parti d'un constat pour dire que ça ne va pas. Et vous avez vu, j'étais pas le seul. Ça ne va pas été aussi coulé sous forme de cette expérience politique qui est arrivée qu'on a appelée l'Union sacrée. Où à un moment, les gens ont dit non, il faut que ça s'arrête. Et les Congolais se sont organisés entre eux pour mettre en place l'Union sacrée, pour voir un peu différemment les choses. Et ils se sont rangés derrière le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour penser autrement le Congo dans sa diversité en termes de politique publique. Et voilà. Donc nous, vraiment, on est venu dans le sens du changement, de changer les choses, pas dans le statu quo, mais essayer de faire avancer les choses. Sinon, en tant que jeune, en fait, tout au long de votre parcours, comment est-ce que vous pouvez conseiller les jeunes, comment contribuer au développement du pays? Bon, il faut dire que la jeunesse, c'est quand même c'est une période de la vie, au-delà d'être un état d'esprit, c'est une période de la vie où vous êtes très fragile. La fragilité, c'est parce que vous êtes très souvent chez nous, en Afrique, au Congo particulièrement, où la jeunesse aujourd'hui occupe presque 65% de la population. Notre continent est jeune. Il y a trop de tentations. Comme jeune, des fois, on a comme parent, comme modèle. On veut être ce que son papa est ou ce que sa maman est. Des fois, bon, les choses ne s'étaient pas intensifiées comme actuellement avec l'arrivée des réseaux sociaux où les orientations des jeunes sont forgées pas forcément. Je crois que dans l'un des épisodes de Je l'aime Talk, je disais de l'expérience qu'on avait à l'époque où
les parents réunissaient les enfants le soir, soit pour prier, soit pour leur donner des conseils. Je pense pas que cette expérience est encore aujourd'hui. Non, on est dans les téléphones, ça marche plus. Tout le Vous monde- êtes voilà, en famille, tout le monde est le en papa son son téléphone. téléphone, la maman, donc Voilà. c'est difficile. C'est notre devoir comme dirigeant, comme gouvernant, de pallier à cette insuffisance-là pour vous donner la bonne information. Cette bonne information, c'est pour vous permettre de vous forger une idée claire de votre vie. Déjà que soit vous avez fait la médecine, vous avez fait les droits, vous avez appris des métiers, vous avez fait des formations. Mais vous avez toujours savoir parce que l'avenir est toujours sombre. Et c'est une expérience que tout le monde a. Hein. Déjà quand tu finis, tu dis, mais il y a des besoins sociaux, vitaux, se marier, s'acheter une voiture. Tout le monde pense en ça parce que c'est la société dans laquelle nous vivons nous impose ces choses-là. Mais si vous n'avez pas de repères, vous êtes fragile. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des amis, avec vous avez été à l'école primaire, d'autres n'ont pas pu arriver à un certain niveau, certains, pardon, n'ont pas arrivé à un certain niveau, d'autres, peut-être, ils ont atteint un autre niveau. Et ça dépend des personnes avec qui vous étiez en contact, des personnes qui vous ont inspiré, des personnes qui vous ont bien conseillé. Et donc, moi, je suis très préoccupé par les jeunes, parce que j'estime que j'ai peut-être une petite expérience, pas une grande, à échanger avec vous pour vous dire, voilà l'expérience Luando, peut-être que vous pouvez tenter aussi pour vous, ça peut marcher, tout comme ça peut pas aussi marcher. Petite expérience, nous on dit vous avez un parcours élogieux, parce que ce que vous avez accompli, c'est pas peu de choses, c'est quand même signifiant, parce que lorsqu'on regarde notre société, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent concentrés sur un objectif et ils atteignent un résultat, ce que vous avez aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez me dire, au cours de ce parcours-là, même si vous l'appelez petit parcours, moi jusqu'à 5 ans parcours, vous avez une leçon que vous avez retenue, ou bien une leçon particulière qui vous a touché et que vous aimeriez partager avec nous? Alors, il faut savoir que dans la vie, vous ferez toujours face aux adversités. Ça ne sera jamais facile. Et chaque fois que vous montez, chaque fois que vous avez la chance de briguer certains postes, vous allez découvrir la nature méchante de l'homme. Parce que la tendance, c'est toujours de ramener les gens vers le bas. Voilà. L'homme n'accepte jamais facilement la réussite de l'autre ou que l'autre progresse. Donc, il faut vous attendre à ça. L'adversité humaine. Et ça sera de manière permanente. Maintenant, ce qui fera votre différence, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Même quand c'est dur. Même quand les souffles vraiment, il ne faut pas lâcher. Quand vous êtes convaincu de ce que vous recherchez et des résultats et des objectifs que vous êtes vous-même assignés. Donc, attendez-vous à ça. Aujourd'hui, vous ne sentez pas encore ça parce que vous êtes bien, hein, moi je vous envie là. nous, on souffre de notre ADN parce que tu sens la méchanceté humaine qui peut, des fois, si vous n'êtes pas déterminé, vous pouvez lâcher. Voilà, donc il faut avoir la détermination et vous attendre évidemment à la méchanceté humaine il faut le positiver. Quand cette adversité va s'inviter dans vos portes, prenez ça positivement, sportivement, mais ne lâchez jamais. Et restez tout droit dans votre objectif à atteindre. Et parce que je vous dis, hein, je vous parle par expérience, vous n'avez pas encore vécu l'homme. L'homme au sens collectif du terme. Même elle qui est assise à vos côtés, là, sa vraie nature n'est pas encore sortie. Tu découvres l'homme dans des circonstances, vous dites, ah, ça c'est l'homme. Où vous allez voir sa loyauté, sa sincérité. Nous, on a expérimenté l'homme dans toutes ses facettes. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la sécheresse. Et donc, attendez-vous à l'adversité humaine. Et il faut tenir bon, parce que c'est pas toujours facile. C'est comme dans un match de football, il faut tenir, il faut vraiment tenir. Ça, je ne vous fais pas peur, mais il faut vous attendre à ça. Et c'est dur, hein, et ça peut venir même dans votre propre famille. Un ami avec qui vous étiez ensemble, et vous vous séparez à cause des intérêts vitaux à certaines choses, mais vous restez concentré sur l'essentiel. Les objectifs que vous êtes assis dans votre vie, peu importe les vents. C'est comme un avion quand ça décolle, ok? Même s'il y a des soubresauts, même s'il y a des intempéries, même si la météo, ça bouge, mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça la ligne aérienne. Il décolle de Kinshasa, il doit aller à Roissy. Eh ben, cet avion, tu verras jamais un avion faire ça à moins qu'il y ait une panne. Donc ça va tout droit. Peu importe le choc, mais attendez-vous à ça, parce que des fois ça saigne aussi, hein. Tu vois pas les sangs comme ça, mais tu sens au fond de toi que ça c'est l'homme, l'être humain
dans sa négativité. Sinon, monsieur Guy, Oui, c'est bien. j'aimerais savoir, en tant que chef d'entreprise, quelles sont les difficultés et défis majeurs que vous avez rencontrés lors de la création de votre société GLM et associés, et puis comment vous vous êtes pris pour surmonter cela? Encore une fois, ce sont les objectifs qu'on s'assigne. Il faut être bien entouré. Quand vous voulez faire un projet, il faut avoir les bonnes personnes. Les personnes qui croient en vous, les personnes qui sont là pour vous accompagner. Parce que quand vous n'avez pas de bonnes personnes, vous ne pouvez jamais réussir. C'est très très important, le sens du choix des collaborateurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le sens de l'organisation. Et une structure ne peut réussir que lorsque vous êtes structuré et que vous êtes organisé. L'organisation en termes administratifs, l'organisation en termes financiers, bref. Quand vous avez de bonnes personnes, vous êtes organisé, soyez sûr que la réussite, à 40-50%, vous êtes déjà dans le bon. Et ce qui a été le cas avec moi, parce qu'il faut dire que le cabinet GLM, c'est de ça que vous parlez, qui est une société civile, et je l'avais, pour la petite histoire, j'avais conçu ce cabinet alors que j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. Je me voyais déjà dans un cabinet d'avocats, parce que vous savez, il faut le dire, moi j'ai un esprit libéral. C'est pour cela que je fais les droits. Et donc, j'avais conçu ce cabinet. Je me disais que je dois avoir mon propre cabinet d'avocat, qui doit être dans les top 10 des meilleurs cabinets de la RDC. J'étais encore étudiant, en première année ou en deuxième année de graduat. Ça peut paraître la folie. Et je l'ai déjà dit dans certains épisodes que la force de l'intérieur, c'est de concevoir des choses sans partager avec les autres. Il faut laisser les gens découvrir. Il faut créer toujours le suspense. Parce que quand vous dévoilez vos projets aux personnes, des fois on peut vous désorienter, des fois vous ne pouvez pas arriver. Et donc, il faut toujours avoir ce pouvoir intérieur où j'avais conçu ce cabinet GLM, encore étudiant, et ça s'est produit comme j'avais pensé. J'ai aujourd'hui ce cabinet qui regorge plusieurs jeunes avocats qu'on encadre. Le cabinet est spécialisé dans tout ce qui est question de droit des affaires, et spécialement dans les questions minières, ainsi de suite. Voilà. Donc, des bonnes personnes, l'organisation, et une dose de détermination, parce que c'est très important quand même, parce que dans tout ce que vous ferez, il y aura toujours des défis à relever, mais ça dépend comment vous allez vous y prendre. Sinon, avez-vous un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui ont l'ambition d'entreprendre dans leur vie professionnelle ainsi que personnelle? Et il faut continuer dans ça, parce que moi, je suis du courant politique qu'on appelle les sociolibéraux. Ça veut dire que l'homme, mais nous, on n'est pas dans une société où on encourage les fainéants. Il faut que ce soit un homme, mais un homme qui a des initiatives privées. Ces initiatives privées doivent être encadrées par l'État. C'est comme ça que je vous ai dit, par exemple, actuellement, il y a ce fonds de garantie qui a été mis en place par le gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, c'est pour promouvoir l'initiative privée. Parce que si vous avez une entreprise, l'île en a deux, vous pouvez engager un Congolais, deux Congolais, trois Congolais. La fiscalité, les impôts vont prélever. Vous allez aller solliciter des services auprès des pouvoirs publics. Vous allez payer des redevances, vous allez payer des taxes. Et c'est dans ça qu'on participe à l'accroissement de ce qu'on appelle de l'assiette fiscale. Parce que l'État doit avoir des recettes pour dépenser. Et au regard de notre densité de la population, vous savez qu'aujourd'hui, on se chiffre à plus de 100 millions. On espère vraiment que l'initiative qui a été lancée par le chef de l'État encore pour l'identification de la population, à travers la mutualisation des données de la CENI, de l'ONIP, pour qu'enfin les Congolais puissent avoir des cartes nationales d'identité, j'ai même vu que la ville-province de Kinshasa avait déjà acquis ces équipements pour les communes de Kinshasa. Ça nous permet d'avoir le nombre exact de la population, en termes de natalité, en termes de mortalité, avec un registre qui renseigne l'état civil de notre population. Ça va nous permettre à ce que qu'on ait vraiment le nombre exact de la population. Mais si on parle de 100 millions, avec un budget de 16 milliards, si vous faites un calcul du produit intérieur brut, vous allez voir qu'on est vraiment en descend la moyenne. Pourquoi? Parce que les activités informelles occupent une place très importante dans notre vie économique. Beaucoup, même vous là, je ne sais pas, si je vous demande, vous dépensez comment?
Non, attendez, vous dépensez comment? Non, mais quand ça vient, ça part. De façon calculée, Non, rationnellement. vous dépensez en cash. Rares sont parmi vous ceux qui ont des cartes bancaires. Vous avez des cartes quand même? Non. Ah. Sinon, Vous dépensez tout dans l'informel. Hein? Alors, or, on ne peut pas concevoir une économie, au-delà du fait que nous avons beaucoup de défis, ça il faut le dire, parce qu'il faut créer un marché de biens et de services localement. Ça, c'est le cheval de bataille de son excellence, le souverain le chef de l'État, parce que c'est ce qui va nous permettre à stabiliser les taux d'échange. Aujourd'hui, même si vous payez quelqu'un en dollars, il doit importer. Et donc, pour importer, il doit aller dans le marché d'échange pour chercher les dollars ou les euros, selon la monnaie du pays qu'on doit importer les marchandises. Et ça joue sur la question des taux d'échange qui fluctue à tout moment. Et ça peut être toujours, c'est souvent à la base de l'inflation, et ainsi de suite. Donc, il y a cette bataille pour que nous ayons vraiment un marché des biens et des services localement. Mais, je vous encourage à rester dans le formel. Et des cartes bancaires. Quand vous payez quelque part la TVA, parce que quand vous allez consommer, généralement, des fois vous ne regardez pas la facture, mais il y a la TVA. Mais cette TVA, peut-être l'entreprise qui la collecte ne déclare pas au trésor public et ne reverse pas ce qui revient à l'État. D'où il y a une réforme fiscale qui a commencé, qu'on appelle l'impôt sur les personnes physiques. Partout ailleurs, tout le monde a un numéro fiscal. Et qu'à la fin de l'année, ok, vous souscrivez votre déclaration et vous dites, vous verrez, pardon, sinon, non, même quand vous n'avez rien, on déclare même zéro. Mais c'est une déclaration fiscale. Parce qu'il faut aider. Vous savez, dans notre pays, le système fiscal, il est auto-liquidatif. Ça veut dire que c'est vous qui devez aller, c'est le redevable qui doit aller dire à l'administration, j'ai collecté autant et je vous repaye. Et on organise des contrôles, soit a posteriori, à travers les inspecteurs. Vous avez vu un peu l'IGF qui fait un peu ce travail comme service public spécialisé rattaché à la présidente de la République. Mais c'est vous aussi, parce que l'impôt, c'est un prélèvement obligatoire. Mais, attention, c'est sans contrepartie. C'est ça même la définition de l'impôt. Mais si vous, déjà, vous ne déclarez pas, parce qu'ailleurs, même pour solliciter des crédits dans des banques, on demande votre avis d'imposition. Ça fait sérieux, parce que vous devez vous gêner si vous ne contribuez même pas au budget de l'État. Parce que quand vous réclamez les routes à l'État, hein, mais sinon, il y a des vignettes pour ça. On paie les vignettes pour non, mais il y a plusieurs catégories. Vous savez, notre système fiscal, il est cédilaire. Hein? Il y a les impôts sur le revenu. Impôts sur le bénéfice. Voilà, vous connaissez bien. Il y a ce qu'on appelle les acomptes provisionnels qu'il faut payer. Mais moi, je vais vous poser à vous ici, vous cinq ici. Parmi vous ici, on peut foutre un impôt. On va payer d'abord pourquoi? Moi, je ne paye pas parce que je ne sais pas pourquoi je veux. Mais quand vous dépensez, vous payez aussi. Parce que quand vous allez dans les supermarchés, on vous prélève. En fait, on ne prélève pas les impôts, on ne prélève que les taxes, au fait. Non, voilà. C'est pour cela que dans le cadre des réformes fiscales que nous devons faire, cette vigilance, il faut la payer à Bino. Parce que, OK, dans le supermarché, dans la facture, tu as 16% à TVA. Toi, tu payes, n'est-ce pas? Mais tu dois te rassurer comme Congolais que 16% bon, on est côté qui n'a caisse à l'État. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on va maintenant instituer l'impôt sur les personnes physiques. Vous devez déclarer. Au bon de ma facture. Tu sais, il n'y a qu'ici, on n'a pas l'essence de la conservation des factures, par exemple. Il y a aussi facture au bois de la poubelle. On jette toujours. Toujours. Mais à beaucoup de papier, on jette. Il faut garder vos factures. Vous savez, même quand on va dans des boutiques et vous achetez un vêtement, on va toujours garder facture. Parce qu'il y a aussi un échange. C'est avec ça, ces sens d'organisation, ils ont bandapé déjà. Alors, ici aussi, l'administration publique ne communique pas avec les gouverneurs. Il n'y a pas de courrier qui arrive. Je ne sais même pas si le bourgmestre ils vont communiquer. Je suis Nguéré. Est-ce qu'on a déjà courrier à bourgmestre Nguéré? Non, non. Ah. Or, le bourgmestre doit communiquer avec ses administrés. Est-ce que vous comprenez? Ailleurs, c'est systématique. Et ce sont les défis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé et qu'on est tenté de relever. Tout ce que je vous dis, c'est dans le pipe. Ça va se passer comme ça en termes d'identification de la population, en termes de déclaration fiscale. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas. Voilà.
Parce que ça paraît même sur le plan de la mentalité. Ah, mais même il y a monté. Ah. Sinon, pouvez-vous... Mais, bon, je sais que là, on a un guéri content. Ils ont le bébé, mais on a là, on ça va pas. Il faut qu'on foute avec un pote. On s'est dit toujours qu'on prend l'argent dans les maisons publiques, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit toujours que l'argent... il faut tout l'ongo la bateau, basé dans l'économie informelle, pas quand on a l'économie formelle. On est qu'on permettre à l'État dans la visibilité. Na banani, basé qu'on travaille. Ok? Puis l'État a prélevé où ils ont revenu dans l'État. Parce que ce n'est pas normal, yo, un Congolais, au fout à impoter. Bon, tu as vu que tu as une spécialisation dans le moi, dim, mais dim quand même. Non. Si vous avez libéré mon logo, au logo, il y a pas ça quand même. Vous le regardez? J'ai pas de revenus. Comment je vais... Moi, j'enlève. Et Dieu, on l'a dit, c'est les 10. Bon, en tout cas, je n'ai rien. Non, moi, en tout cas, interprétation. Dans 5 nabino, vous m'avez dit ici. Interprétation, puis m'a dit que non, là, contre ma pasta. Parce que n'a pas de foot à la dîme. Dans le bagage, non, tant qu'on peut c'est un zambe, il faut que ça paye à Taïsala. Vous dites Taïsala, non? Oui. Il y a l'État. Parce que quand on a un boka, pour relever les défis aux gens dans Mboka et c'est un moyen. Et moyen on a ils allaient consigner dans notre budget à l'État. Au moni musale sale maka la session budgétaire les a mis dans mois de septembre. Au moment que le gouvernement a préparé la bengi loi de finances. Aye nango alobi année N+1 talaba dépenses au tozan nango ya kosala. Dépenses en termes d'investissement, dépenses en termes de rémunération, dépenses en termes d'intervention. Et ko senga autant. Face à des besoins, tu as besoin d'un bongo, autant. Tu as l'État, recette, dépense. Parce que le bilan doit toujours être. Donc, il faut que tu aies là. Parce que on est là, parce que critique dans les réseaux sociaux. Mais au moment où tu as critiqué, il faut que tu aies un côté. Mais ne peut plus l'impôt celui qui reçoit une rémunération. Pas forcément. Non. Ne peut plus d'avoir l'impôt sur le bénéfice. Mais vous n'avez pas de revenus. On n'a pas de revenus. Mais alors, si vous n'avez pas de revenus, ça veut dire que vous ne participez pas à ce qu'on appelle la création des richesses. Tu le dis comme entrepreneuriat. Mais ça, le projet, mon co. Au fond, dans la boîte, ça, ça, les locaux. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, les projets, mais après, projet. Non, mais je suis soumettre en fonds de garantie. Je vous ai dit que le gouvernement a mis en place, par an, en tout cas, on sera autour de 100 millions de dollars pour soutenir les projets d'entrepreneurs congolais et surtout des jeunes. Donc, nous avons encouragé les bino pour concevoir des projets. Projets, dans le cadre de l'énergie renouvelable. N'est-ce pas? Oui. Électrification, il y a des milliers d'euros. Côté de lampadaire. N'est-ce pas? Les lots, tout ça là-haut, qui revanche, il y a sous-sol sur le sol. Du sol sur le sous-sol. Pourquoi ça peut bilangati? Si, ça rapporte. Non. D'ailleurs, dans la vérité. Sinon, j'ai une question. Pourquoi pas? Aux après, on a salopette. Il y a déjà ça qui a la dit toge. Hein? Mais on ça la toge, mon cher Bilanga. Tu peux être agriculteur. C'est pas mauvais. Mais moi, je trouve aussi que le meilleur investissement. Les avocats ne sont pas libéraux. L'agriculture. Garagiste à approcher. Ça va passer. Oui, ça va passer. C'est une personne. Garagiste? Oui, c'est une personne. Bon, on a niveau qu'on bat la tête. Mais pourquoi pas? Il faut valoriser les métiers. Oui. Nous avons un sérieux problème dans Mboka Nabis. On a plus exemple garagiste. Je crois que Bino la famille, on est dans la famille Bino ba yambe na coin. Non, même pas. Quoi tu es bien dans 3 catégories. Bon ba on a coin. Non. Bon ba ça on a porte. Na on peut na ba fungola bango ti na salon. Hein? Non. Il faut tout valoriser au ba bengi ba métier. D'où promotion des initiatives privées, entrepreneuriat. Nous comme des libéraux, tous à promouvoir et puis tata mo konzamboka ba tchepe ba moyen pour que ba jeunes. En tout cas, je vous encourage, si vous avez des projets, après l'émission, vous concevoir un projet, on va vous aider à les soumettre pour que vous ayez un financement et vous participez à la création de la richesse, vous faites un peu d'impôt. Voilà. Maître, puisque vous Mon frère.
Bien sûr. Bon, on peut s'appeler confrère, hein. Même si je suis ministre. Ah. Chez nous, on dit c'est la seule faculté au masculin. Oui. Ouais, alors, les autres, je préfère ne pas parler de ça. Alors, quelle est alors l'importance, en fait, d'avoir soit l'acquisition de la notion de professionnalisme avant la fin des études? Bon, il faut dire que j'ai un livre que j'ai publié qui s'appelle... Vous avez déjà lu ça? Mais comment? C'est dans toutes les plateformes, vous pouvez l'acquérir. Il faut les lire. Ouais. Ok. Et il y a un chapitre 6 qui parle le pari de la jeunesse. Non à l'assistanat, oui à la responsabilité de la jeunesse. C'est très important. C'est un essai que j'avais écrit à l'époque de Covid. Il y a d'ailleurs le deuxième numéro qui va sortir. Parce que maintenant, je m'intéresse plus maintenant à la recherche scientifique, où je mène mes recherches scientifiques au niveau de l'université de Kinshasa, où je suis aussi apprenant en DS, en diplôme d'études supérieures. Il y a un livre, il y a un deuxième qui va arriver, où je parle un peu de la jeunesse, en se prenant moi-même comme un exemple de ce qu'a été mon parcours. Et alors, étudiant, pour moi, c'est vulnérable. Pourquoi? Parce que nous avons dans un système dans notre pays où on ne vous laisse pas commencer le monde professionnel plus tôt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ailleurs, on peut combiner le travail et les études. Parce que ça vous forge déjà dans un sens de la responsabilité. Les grands défis ici chez nous, c'est que dès que vous finissez, vous allez chercher le travail quelque part, on vous demande déjà l'expérience professionnelle. Des 4-5 ans. Alors que vous ne venez qu'à peine de finir. Simplement parce que le système n'est pas organisé pour que vous pouvez être étudiant, travailler dans des restaurants, travailler dans des bureaux, faire comme ce qu'on appelle ailleurs de job. Parce que le contact avec le monde professionnel, quoi qu'étant étudiant, vous forge c'est un monde à part. Le monde professionnel, c'est pas comme le monde étudiantin. Mais ces cadres, nous l'avons pas. Voilà pourquoi moi j'encourage toujours, même quand les rares de fois que j'ai des stagiaires qui viennent, d'abord on leur paye quelque chose, ils viennent pas juste pour faire le stage pour faire, on leur habitue avec un petit rien et on leur dit que même dans le petit rien qu'on vous paye, il faut savoir gérer. Savoir gérer, ça veut dire savoir tenir une comptabilité. Même si vous gagnez $100, il faut connaître vos charges, combien ça va vous coûter pour envoyer les habits au pressing, combien ça va vous coûter pour... Ouais, même ce sens d'organisation, ça vous forge pour préparer votre vie professionnelle complète future, ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour les quelques rares stagiaires que nous avons, c'est très important, parce que des fois on oublie ça. Il faut savoir... bon, ailleurs c'est automatique. Hein, les gens qui vivent ailleurs, ils savent que j'ai un revenu brut de 1500 €. Je fais mes courses mensuellement autant de fois. J'ai mes charges, je dois payer les gaz, je dois payer les courants. C'est vraiment automatique. Ce qui fait que tout est déjà affecté et il sait comment il vit. Hein, c'est bien réparti. S'il veut s'acheter une chemise, il a déjà programmé que le mois prochain, je vais faire telle économie pour acheter une chemise. Cette rigueur dans la gestion, nous n'en avons pas. Surtout nous... Les Africains. Je dirais pas africains, mais nous sommes dans ces systèmes-là. Ce qui fait que ça nous rattrape. Quand vous voulez vous verser dans la vie professionnelle complète, beaucoup de gens n'ont pas le sens du respect des biens d'autrui. On vous prend comme un chauffeur. Normalement, on vous dit d'aller faire une course de la Gombe à Kitambo. Toi, tu te retrouves à Mongafula. C'est cette inconscience professionnelle. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Savoir protéger, même si on vous met quelque part dans la comptabilité, dans les finances, savoir que chaque dollar qui rentre n'est pas à moi. Et pensez aussi que si cette entité dans laquelle je travaille, pour que je puisse continuer à travailler, il faut que cette entité existe. Donc j'ai intérêt à bien gérer les choses. J'ai intérêt à protéger les biens de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on assiste à quoi? À la dilapidation.
Voilà. À tel point que l'entreprise peut se retrouver à ce qu'on dit, qu'on appelle la faillite. Mais quand il y a faillite, on va fermer. Quand on ferme, il y aura licenciement. Quand on licencie, vous restez au chômage. Voilà. Au lieu que vous contribuiez pour l'existence de cette entité, par contre, vous avez contribué pour sa destruction. Voilà un peu, il faut mettre à profit votre parcours académique et étudiantin pour apprendre le monde professionnel. Il faut le préparer pendant que vous êtes encore étudiant. Dans des notions de base. C'est très important parce que vous soyez vous-même dirigeant de l'entreprise ou que vous travaillez pour quelqu'un, les règles restent les mêmes. L'essence de faire promouvoir, l'essence de respecter ce qui n'est pas à vous, l'essence de la responsabilité, c'est très important pour la réussite dans votre vie professionnelle. J'ai évoqué cette question parce que il y a, à l'université, nous organisons souvent des procès fictifs et nous anticipons certaines notions. C'est quelle université encore? C'est l'UPEN. Ah, vous êtes de l'Institut pédagogique. Je peux? Moi, j'aime servir. Hein. C'est dans mon ADN. C'est un peu pour emprunter ce mot, je reste ordinaire. Parce que, bon, en fait, il y a certaines personnes qui nous découragent. Il ne faut pas anticiper. Faut pas, anticiper par rapport à quoi? Parce que nous sommes encore jeunes. Non, il faut arrêter. Ça, c'est pas en 2024 qu'on parle de ça. Quand il vous dit ça, vous dites on est en 2024. Voilà. Il faudrait d'abord étudier et puis... C'est pas 1885 lors de la conférence de Berlin, là. À l'époque de la conférence de Berlin, oui. Mais pas en 2024. Parlons un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure, sur l'expérience professionnelle. Vous, en tant que membre du gouvernement, je sais que vous êtes, c'est pas dans vos attributions, mais comment vous réfléchissez ensemble avec vos collègues ministres pour faire en sorte que le climat change un peu? On est à la fac, mais on sait se débrouiller autrement. Ça nous permet aussi d'alléger même le revenu, d'alléger même la dépense familiale autour des études. Bon, d'abord ça relève de ce qu'on appelle les politiques publiques. Et dans le cas des politiques publiques, vous savez que nous avons tout un ministère de jeunesse où on a créé ce qu'on appelle FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, qui est une initiative du chef de l'État, qui, comme vous le savez, parmi ces 6 priorités de son quinquennat ici, il veut vraiment à tout prix permettre cette création de jeunes. Et on en a même débattu lors du dernier Conseil des ministres. L'idée ici, c'est comment encadrer et accompagner les initiatives des jeunes. Qui dit jeune, c'est pas seulement le jeune qui a fini ses études. Voilà. Vous pouvez être encore étudiant, vous pouvez concevoir votre projet, vous allez le soumettre. Il y a même un accord qui a été signé entre le Fonds de promotion des investissements avec une entité qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat, où il est prévu un montant assez important, je crois que ça a été même dit lors du dernier Conseil des ministres, qui va avoisiner près de 100 millions de dollars chaque année pour accompagner les jeunes sur l'ensemble du pays. Et donc, c'est pas seulement étudiant, même en étant étudiant, vous pouvez concevoir un projet, je ne sais pas, dans la digitalisation, je sais pas, il y a plusieurs secteurs de la vie, et vous ficelez ça, et vous soumettez le projet. Si c'est approuvé, vous pouvez avoir le financement. Donc, vous pouvez être un entrepreneur et vous êtes étudiant. Ça vous donne aussi ce sens de responsabilité, de se détacher aussi, parce que les parents aussi, des fois, c'est lourd, quoi. Sinon, sur le plan de la mentalité, parce que c'est ancré dans la mentalité aujourd'hui, on ne fait pas facilement confiance aux jeunes. Par exemple, moi, depuis, je crois, 2021, j'ai essayé de lancer une entreprise. Parce que moi, je suis dans l'architecture d'intérieur. J'ai légalisé un peu les documents, on a fait tout ce qui était. Mais pour rattraper un marché, je me dis, c'est pas. Les gens, ils ne font pas confiance facilement parce qu'ils se disent. Non, c'est vous qui dites ça. Le problème, c'est qu'il faut être sérieux vous-même. Commencez d'abord par être sérieux. Les sérieux, même si au-delà du fait que l'accès au financement n'est pas évident, parce que d'abord, au niveau des banques, il faut des garanties, il faut des hypothèques, et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi vous organiser, pas seulement vous-même, vous êtes à 2, à 3, à 4, n'est-ce pas? Vous créez une entreprise. Et vous savez qu'il y a toute une loi sur la sous-traitance dans notre pays. Et il y a même un établissement qui s'appelle la ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans notre pays,
où on fait la promotion, n'est-ce pas, des initiatives et des talents des Congolais. Et donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez une mauvaise expérience, ça peut arriver, mais il ne faut jamais vous décourager face à l'échec. L'échec ne doit pas vous décourager. L'échec doit être un point fort. Même quand vous tombez, vous vous relevez pour que demain, vous puissiez aller. Mais je vous encourage, mais même si vous avez échoué une fois, vous pouvez échouer 2 fois, 3 fois, et c'est toujours sur la voie de la réussite. Et comme ils disent les Quinois, Erosim Bakak. Bon, moi j'ai une question, c'est par rapport à la fondation Ouidal. Bon, moi je suis en médecine. Quand on parle de Ouidal, déjà c'est un test qu'on fait pour connaître la fièvre typhoïde. Mais je vois une fondation Ouidal, ça m'avait un peu tiqué parce que je suis de la médecine. J'aimerais savoir vraiment pourquoi seulement ces noms-là, Ouidal. Alors Ouidal, c'est... Et quelle a été votre motivation en fait? Ok, Ouidal, c'est les initiales des noms de mes enfants. Ok. W, c'est le nom de ma fille aînée qui s'appelle Winner. Ok. I, c'est le nom de mon fils qui s'appelle Isaac. Ok. D, c'est le nom de ma deuxième fille qui s'appelle Davina. Et puis, non, DA, donc Davina. Et L, c'est Luando. En fait, j'ai voulu faire une fondation, pas comme les... Je voulais pas faire une fondation Luando Mboyo Guy. Non, j'ai voulu en faire un problème d'un engagement familial qui est appelé à rester des années. Quand vous donnez un nom comme ça, Ouidal, en fait, vous détachez un peu. Hein, ça bon, on va voir un peu de l'eau, hein, ça, la gorge. Hein? C'est très, très important, l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous allez avec votre question. Oui, non, c'est un argumenté seulement. Quand vous donnez un nom comme ça, Ouidal, qui sort, ça sort de l'ordinaire, oui, ça vous colle, en fait, vous ne mettez pas aussi une pression sur les gens qui bénéficient directement des actions de Ouidal. Parce que quand vous avez une fondation, par exemple, qui se nomme Fondation Guy Luando, à chaque fois que vous faites une action, les gens sont un peu, il y a une redevabilité. Oui, absolument. En fait, j'avais fait ça, c'était pas dans l'idée d'une quelconque redevabilité, c'était vraiment l'expression du cœur. Voilà, parce que quand on aide les gens ou on est à la disposition des autres, c'est pas toujours pour attendre quelque chose au retour. Et nous, on le fait vraiment naturellement. Le peu qu'on gagne, on essaie d'affecter ça. Là, on est dans l'éducation, il y a des écoles qu'on a construites, on est dans la santé, il y a des centres de santé qu'on a construits, des hôpitaux, des équipements qu'on a fournis, on est dans l'entrepreneuriat, on est dans la formation professionnelle, où on a aidé beaucoup, des milliers de personnes à apprendre des métiers comme la coupe-couture, la conduite, la mécanique, ainsi de suite. Nous sommes aussi dans tout ce qui est agroalimentaire, où nous avons des plantations. On a même pu avoir près de 100 hectares à Bouendé qui est affecté au palmeraie. D'ici là, on va commencer à produire l'huile de palme, made à la Chuapa. On est dans tout ce qui est, je dirais, agroalimentaire. Pas mal de branches que nous travaillons dans les bourses d'études aussi. Dans le cadre de la Fondation, il y a des étudiants qui ont bénéficié de bourses de la part de Ouidal Fondation. Vraiment, on a fait pas mal de choses. Aujourd'hui, que vous êtes le grand Guy Luando, quel conseil le grand Guy Luando donnerait à la jeunesse de rester le même. Toujours à l'écoute, toujours au service, toujours dans l'humilité, toujours déterminé, toujours avoir des objectifs, toujours savoir ce qu'on veut dans sa vie. Il faut toujours garder ces valeurs-là et respecter ce qu'on appelle un être humain, qui qu'il soit, peu importe son rang social. C'est très, très important.